Chido, miroir de Mayotte. Une série de podcasts sur le cyclone Chido. Chido signifie miroir. À chaque épisode, des rencontres, des récits, des témoignages pour garder trace et mémoire. Ce premier épisode a été enregistré au cours d'un atelier à l'association Le PAM sur Petite Terre. Ahmada Faiza, chargée de développement au sein du tiers-lieu Le PAM, est sinistrée de Chido. Nous ne sommes pas le premier mercredi du mois et cette fois-ci ce n'est pas un exercice, mais une réalité difficile à accepter. L'alarme retentit sur tout le territoire, on l'entend clairement. Je me souviens des regards qui se croisent, rivés sur les téléphones. On aperçoit un message de la préfecture, un communiqué officiel qui indique que ça y est, nous sommes en préalerte cyclonique. Des couleurs, préalerte orange, rouge, puis ensuite violette, qui indiquent que c'est bon, le cyclone est installé sur le territoire. On ne sait pas s'il s'agit d'un rêve, d'une réalité, mais pourtant c'est difficile à accepter, mais on y est. On essaie de respecter les consignes qui nous sont données. Les caisses enregistreuses s'empressaient de scanner les articles de première nécessité. Le compte à rebours était lancé. On ne pourra plus se déplacer. Nous serons strictement confinés. Pour ma part, c'est ce que je comprends en termes de calme avant la tempête. Les animaux qui disparaissent, est-ce que c'est l'instinct de survie? Les chats qui errent ne sont plus. Les chiens, les maquis, les cabris. Au travail, on ferme les portes. On essaie de barricader tout ce qui pourrait servir de projectile pour le vent. Dévastateur, à vrai dire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que jusqu'à présent, on connaissait le bruit du vent, le vent tout court, la petite brise d'air fraîche le matin lorsqu'on se lève, mais pas celle qui claque les fenêtres. Celle qui fait voler les objets ou voler les rêves en éclats. En ce vendredi, jour béni, le prêche a un goût d'adieu. Les murmures de la mosquée font résonner les chuchotements, les interrogations et l'inquiétude. Ce qui de base était un bruit de couloir est devenu une histoire gravée dans chaque histoire. Et en ce qui concerne les souvenirs qui m'ont marqué, c'est surtout le calme avant la tempête. Un silence assourdissant, mais qui met tout le monde d'accord. Entre l'inquiétude, la peur, les non-dits, on se cherche, on se regarde, et on reste silencieux, mais avec une peur qui en dit long sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce que ça va durer 1 heure, 5 minutes, 3 jours? Mais des questions qui restent sans réponse. Lorsque tout le monde se précipitait vers les magasins pour faire des stocks de nourriture, surtout quand on recevait les mails pour dire qu'il fallait prendre soin de soi. Enfin, de base, quand on finit un mail, on écrit bien à toi, bien cordialement. Là, cette fois-ci, c'était soyez vigilants, faites attention à vous. Je me rappelle avoir envoyé un message au service civique et aux collègues pour leur dire, et aux stagiaires surtout, de rentrer chez eux et de bien faire attention à leurs proches. Et moi qui venais d'être maman, j'avais qu'une idée, c'était de savoir comment est-ce que moi j'allais faire aujourd'hui pour protéger les miens du coup. Parce que souvent quand il y a quelque chose comme ça, on regarde son parent et on dit qu'est-ce qu'on fait, sauf que là quand c'est nous qui devenons parents, le regard il est différent. Honnêtement, moi qui de base, je suis très orientée au niveau de la religion, j'avoue que j'ai pris ça très très au sérieux parce que je me dis que Dieu est capable de tout, mais en fait il y a certains signes qui nous sont envoyés, à mon sens, et qu'il faut prendre au sérieux parce que comme on le voit dans les pays aux alentours,
En Amérique, il y a souvent des ouragans, il y a souvent des tremblements de terre, etc. Mayotte a déjà été sujet au séisme. Et là, je me dis, ça arrive souvent dans les pays côtiers, ou surtout sur les îles, comme en Polynésie ou autre. Et je me suis dit, cette fois-ci, Mayotte peut ne pas y échapper. Surtout quand, dans le JT, j'ai vu le préfet qui disait, qui faisait un communiqué officiel et qui expliquait que là, cette fois-ci, on était vraiment en alerte rouge. Donc, et la journaliste qui lui pose la question, et que dites-vous à ceux qui prennent ça à la légère? Son visage s'est un petit peu assombri, en fait, il était comme scotché. Il a dit « Je ne me porte pas garant de ceux qui ne prennent pas au sérieux une alerte comme celle-ci. On parle d'un vent dévastateur. » Et c'est à ces mots-là où je me suis dit, si même ceux qui sont supposés sauver, les ambulanciers, les pompiers, la police ne pourra pas se déplacer, c'est que eux-mêmes ont peut-être une information qu'ils ne peuvent pas, divulguer, parce que peut-être qu'ils ne sont pas préparés à ça, et que surtout Mayotte n'a jamais été préparée à ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, c'est pas une blague. J'ai fait comme tout le monde, j'ai préparé mon foyer, c'est-à-dire j'ai fait en sorte d'avoir tout ce qui pourrait m'être utile pendant une longue durée, avoir de la nourriture en boîte de conserve, débrancher tout ce qui est branché, couper l'eau, couper l'électricité, barricader les murs, les portes, les fenêtres, faire en sorte que on ait une pièce où il y a un petit peu tout, et préparer les bougies, les bougies et surtout les lampes. Moi, j'avais surtout beaucoup de lampes torches. En fait, depuis le vendredi où on a fermé les locaux, c'était à midi, on est resté confinés. Et c'est à 22h que là, par contre, les téléphones ont sonné. En tout cas, l'alarme du premier mercredi du mois qui a sonné. Et là, cette fois-ci, c'est tout le monde qui reçoit un message à la même heure. À 22h, on reçoit une alerte violette. Et je me suis dit, violette, je crois que j'en ai même pas entendu parler à la télé. Donc ça veut dire que là, on est arrivé à un stade qui est hors norme. Et à 22h, un gros silence, mais vraiment rien. Il n'y a pas un chat dehors. Il n'y a pas... on n'entend même pas les chiens aboyer, rien du tout. Et ça dure peut-être 3-4 heures. On ferme pas l'œil. Moi, de mon côté, j'ai pas réussi à fermer les yeux. Je me suis dit, peut-être que c'est bon, c'est terminé. Et en fait, non. C'est le lendemain. Normalement, on a le soleil qui se lève, on voit la lumière du jour. Sauf que là, c'est gros nuages noirs. Et c'est là que le vent commence à souffler de plus en plus fort. On entend des premiers bruits, mais qu'on n'arrive pas à distinguer. Parce que moi, j'étais comme dans un bunker. C'est-à-dire que j'avais pas le visuel sur l'extérieur, mais j'avais que le son. Par contre, j'étais en ligne avec ma sœur qui, elle, avait des baies vitrées et elle voyait tout. Donc en fait, elle était mes yeux et moi, j'étais ses oreilles un petit peu. Je l'entendais crier parce qu'elle disait à son voisin de rentrer chez lui parce qu'il y croyait pas trop. Donc lui, il était sur son toit. Et il y a la tôle, en fait, qui a fait un grand mouvement, un premier mouvement, un deuxième mouvement plus ample. Et ensuite, la tôle s'est envolée. Et lui, en fait, il a sauté à l'intérieur de sa maison. Du coup, à entendre ça, je me suis dit, mais les bruits que j'entends, en fait, c'est pas juste les feuilles sur les arbres, mais c'est les objets qui volent. À un moment, j'entends un grand boom, sauf que c'est le pilier de l'étage du dessus qui s'écroule sur la maison. Donc, je pensais qu'il y avait un tremblement de terre, sauf que non, c'était la maison du dessus qui s'effondrait sur nous. Il y a un éclat, et c'est la baie vitrée du voisin du dessus, pareil, qui explose. Et on entend les arbres se déraciner. Les animaux volés, ça peut paraître ahurissant, mais c'est vrai. Sur une vidéo après que ma sœur m'a envoyée, on voit une vache voler. Donc je me suis dit qu'en fait, même les animaux ne pouvaient pas se cacher. Un cyclone, vu que c'est circulaire, on va dire, à un moment donné, il y aura l'œil du cyclone et en fait, c'est comme un trompe-l'œil, c'est qu'on a l'impression que c'est fini
Sauf qu'en fait, ça reprend. Donc moi, quand j'ai entendu que il y avait plus de vent, il y avait plus de pluie, il y avait plus de certains cris qu'on pouvait entendre au loin, je me suis demandé si c'était terminé, mais en fait non. C'est que ça a repris quelques heures plus tard. Et là, par contre, c'était moins dense. Mais c'est vrai qu'en ouvrant sa porte juste après, on voit les regards timides mais ahuris. Parce que c'est plus Mayotte verdoyant comme avant. Il y a tout qui est à terre. Mais vraiment tout à terre. Les poteaux électriques, les arbres, les tôles. Enfin, le paysage n'est plus le même. En fait, on parle en silence, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais un regard, il suffit à comprendre ce que l'autre dit. C'est qu'on s'interrogeait juste sur ça va, tout va bien, est-ce que vos proches vont bien? Et on acquiesçait juste de la tête avec un léger sourire, mais un sourire qui n'était pas le sourire habituel. C'était juste histoire de rassurer l'autre, ne t'inquiète pas, je vais bien. Ou du moins, il n'y a pas de blessés chez soi. Mais c'était pas pour tout le monde. Il y en avait qui étaient à la recherche de leur mort. Enfin. J'ai mon oncle qui était venu jusqu'à chez moi pour savoir si on allait bien. Et il m'a dit que sur la route, il avait vu... Enfin, il pouvait compter 6 personnes qu'ils avaient recouvert de ce qu'ils avaient trouvé par terre. Enfin, on peut même pas dire ce qu'on ressent quand en fait on n'identifie pas les personnes. On peut pas leur donner un adieu digne de ce nom. Enfin, de base, nous en plus, en tant que musulmans, on organise les funérailles de manière très organisée. Enfin, là, il s'agissait juste d'essayer de couvrir la personne pour sa dignité, enfin pour la respecter, c'est tout. Sauf que là, il n'y avait rien de convenable, enfin, c'était avec les moyens du bord. Une fois que le cyclone est passé, que chacun est sorti de chez soi pour essayer de voir comment ça se passe à l'extérieur, c'est le retour à la réalité, sauf que c'est comme une routine qui nous est imposée, c'est que cette fois-ci, on ne se réveille pas avec les bruits du coq pour l'appel à la prière, mais par le bruit des marteaux qui tapent l'obligation de reconstruire avant la tombée de la nuit. Parce que là, le cyclone est passé vers 9h, 10h, 11h. Enfin, il s'est passé une journée où chacun cherche les siens. Le lendemain, faut recommencer à vivre parce qu'on peut pas être dans l'attente d'une aide qui viendra de je ne sais où. Donc chacun reconstruit avec ce qu'il a sous la main. Je me rappelle du bruit des brouettes qui servaient de remorque parce que les véhicules ne peuvent pas circuler. Il n'y a plus rien qui fonctionne comme d'habitude. Le matin, le bruit des marteaux. Ensuite, c'était les groupes électrogènes. Une semaine plus tard, un jet d'eau. Je me rappelle avoir entendu comme un ruissellement. Et tout d'un coup, je regarde mon mari, je lui dis, j'entends de l'eau. Il me dit, non, je pense que ça fait tellement longtemps que tu n'en as pas vu que du coup, tu t'hallucines. Je dis, non, je t'assure qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau quelque part. Et là, tout d'un coup, il y a une source qui jaillit en fait du compteur de mon voisin qui explose. Et tout d'un coup, il y a comme une sorte de regroupement des personnes qui courent, mais vite, parce qu'il y a juste une personne qui a dit magie, magie, magie. Enfin, l'eau, elle est revenue. Et tout d'un coup, je vois un nuage de personnes qui courent vers l'eau avec des seaux. Au niveau de là où j'habitais, on ne voyait pas les hauteurs, donc on ne savait pas qu'il y avait des gens qui habitaient derrière. Et au vu du nombre de personnes qu'il y avait, je me suis dit, waouh, c'est pas rien. Ce que l'on cachait en termes de bidonville, c'est comme si Mayotte avait été mis à nu. Et là, on voyait vraiment toutes les habitations. Et je me rappelle d'une petite fille avec sa bouteille d'eau qui ravitaillait son eau et chacun prenait la quantité d'eau qu'il fallait pour pouvoir le ramener chez soi. Parce que fallait se laver, fallait manger, fallait...
Dit comme ça paraît dégradant parce que déjà qu'on parle souvent de Mayotte comme étant le territoire le plus pauvre, etc. Mais là, par contre, je voyais la richesse du partage. C'est-à-dire que l'eau, quand elle a jailli, on sait que c'est une nécessité pour tous. Donc forcément, celui qui avait donné à l'autre. Et ça, par contre, je trouve que ça donne du baume au cœur à travers ce qu'on venait de vivre. Parce que là, on réfléchit plus à est-ce que tu as les vêtements froissés ou pas. Parce que forcément, il n'y a plus d'électricité. Donc on va pas faire attention à est-ce qu'on est bien apprêté ou pas. Mais plutôt à est-ce que la personne va bien au sens propre du terme. Par contre, le coût de la vie après Chilo, il faisait mal. C'est-à-dire que pour les peu de commerces qui avaient retrouvé l'électricité, par exemple, les cartons d'ailes ou de cuisses, de base, ça coûte une 30aine d'euros. Sauf que là, en tout cas dans mon quartier, on vendait 5 ailes pour 10 euros. Sauf que les distributeurs fonctionnaient pas parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc ça fait que quand on n'avait pas d'espèces et qu'on n'avait pas retiré, on se rend compte à quel point la vie c'était compliqué parce que même l'eau, qui de base c'est quelque chose qui devrait être à moindre coût, on avait un pack d'eau de 6 bouteilles au minimum 12 euros et au pire des cas c'était 18 euros. À ce compte-là, autant faire bouillir de l'eau et la consommer. Chilo, c'était aussi l'occasion de voir qu'en fait, il n'y a pas de distinction entre le riche et le pauvre, entre le migrant et l'immigré, le résident et le voyageur. Les groupes électrogènes pour les plus chanceux. Pour nous autres, c'était le craquement des allumettes, devenu l'ornement des maisons éclairées, à la lumière des bougies malgré les non-dits, l'occasion de se retrouver. À l'image des ombres sur les murs, nos âmes restent tristes, vides, errantes, espérant qu'il s'agissait d'un cauchemar dont on allait se réveiller. Le jour d'après, un semblant de souffle chaleureux, des foyers heureux à l'idée de retrouver l'eau, l'électricité. Près de l'hôpital, connecté pourtant à la vie, on pense à ceux dont l'électricité est indispensable pour respirer. Ma voisine, branchée à des fils qui l'aident à s'oxygéner, avait besoin d'électricité plus que moi j'en avais besoin pour mon réfrigérateur ou pour garder la nourriture en stock. Oui, on vient d'être dévasté par un cyclone, mais maintenant il s'agit de balayer, nettoyer, se relever. C'est un petit peu ça la résilience de Mayotte parce que finalement on doit vivre, survivre, avancer et pas faire comme si de rien n'était parce que cette fois-ci on peut pas y échapper. C'est que Chido a marqué les esprits, Chido a marqué les foyers, Chido a marqué les personnes. Peu importe la couleur, peu importe l'origine, peu importe l'âge, que ce soit un enfant, un adulte ou même une personne plus âgée. Aujourd'hui, je pense qu'on est marqué au même titre que sur les visages, les cœurs ou les esprits, on est marqué par des vies laissées. C'est une réalité qui va toucher toutes les histoires. Peut-être que la mienne ne sera pas celle d'un autre, ce ne sera pas celle d'Abdou, de Salim ou de je ne sais qui, mais cette version-là, c'est la mienne. Chido, Miroir de Mayotte. Une production Sisi Gambis Les 7 Portes, avec la participation de France Télévisions, Outre-mer la première et Mayotte la première, avec le soutien de la Fondation de France, du ministère des Outre-mer, de la Cité éducative et de la communauté de communes de Petite Terre. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Chido, Miroir de Mayotte, revient très vite, avec de nouveaux récits à partager.